Bonjour à tous et à tous, merci infiniment d'être avec nous sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine et Afro Web TV. Je suis très honoré de votre présence en ligne aujourd'hui pour parler du Togo et dans quelques jours, donc disons donc les élections comme là se tiendront au Togo et pour en venir au vif du sujet et surtout pour parler donc des perspectives d'avenir par rapport à votre Togo, nous avons invité pour vous et chez vous Monsieur Amedoji Kokou. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Moïse, bonjour Albert, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci encore pour l'occasion que tu me donnes ou que tu nous donnes pour débattre des sujets qui nous sont chers et qui se rapportent à notre chère patrie. Vous savez, tous les Togolais qui sont actuellement branchés, et s'il y en a diaspora, que les frères et sœurs qui sont sur le territoire national. Merci Monsieur Amedoji Kokou d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un citoyen engagé, on vous reçoit depuis l'Europe. Et par Duplex aussi, nous avons le privilège de recevoir Dr Albert Katé. Vous êtes leader d'opinion aux États-Unis. Alors, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Merci Moïse. Bonjour Philippe. Bonjour aux auditeurs. Euh, Aujourd'hui, une fois encore, nous sommes ravis de nous retrouver ensemble pour parler de notre pays, le Togo, de notre génération, de parler de la situation politique qui sévit actuellement au Togo et essayer d'apporter des approches de solutions à nos leaders, à nos parents, nos frères, eux qui ont eu en charge la destinée du pays depuis que nous avons commencé ce parcours de combattant pour la construction de l'état de droit et de la démocratie depuis les années 90. Alors, nous avons quand même noté que l'actualité d'aujourd'hui se lie à ce passé-là et il n'est pas surprenant de constater que les acquis démocratiques pour lesquels nous sommes battus dans les années 90 font toujours objet de discussion et font couler beaucoup d'encre. Il appartient à chacun d'entre nous de faire le rapport de ce passé et ce qui se passe aujourd'hui pour voir quelles sont les solutions idoines qui peuvent donner un souffle à cette jeunesse qui ne fait que réclamer du pain matin, midi, soir, de l'éducation et la liberté et l'évolution. Nous sommes conscients que la diaspora a un rôle important à jouer, continue de jouer ce rôle, mais mieux encore, la participation de chacun d'entre nous aidera à souligner les, les meilleures approches de solutions qui peuvent aider cette jeunesse à obtenir satisfaction. Bonjour à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chers amis téléspectateurs, je vous donnerai 2 minutes pour intervenir au cours de cette émission qui vous tient tellement à cœur sur le +1 319 462 89 119. Nous sommes en direct sur Afro Web TV, sur la page de FM Liberté Radio de la diaspora africaine. Et donc, pour vous qui êtes en live avec nous, Afro Web TV /live, ce sera le lien sur lequel vous pouvez nous aussi donc vous connecter sur ce lien pour être en direct avec nous. Depuis quelques jours, nous avons eu donc les répercussions, sinon les sorties médiatiques du ministère de la Sécurité, bien avant donc de rentrer dans ce vif du sujet. L'actualité, donc, Lomé vit ces temps-ci des troubles politiques. Le bilan est tellement lourd, avec des morts et plusieurs blessés. D'autres manifestations sont prévues donc, dans les jours à venir pour exiger donc, le départ de son Excellence, le président du Conseil du Togo, Faure Zimna Gnassingbé. Alors, les manifestations réclament, ou sinon les manifestants réclament donc aussi le retour de la Constitution de 1992. Qu'adviendra-t-il? Ma première question pour nos invités de ce jour. Monsieur Amedoji Kokou.
Mais d'abord, je crois que il nous revient, nous qui sommes à la diaspora, d'observer quand même une minute de silence en mémoire des Togolais qui sont encore tombés. Ces Togolais qui ne demandent que plus de dignité. Et Dieu sait si le régime dictatorial qui gouverne le Togo depuis 60 ans maintenant plongé beaucoup de Togolais, surtout sa jeunesse, dans une misère. Donc, demander à ce que les choses changent. Parce que c'est pas parce que ce n'est pas que le Togo soit pauvre, ce n'est pas qu'il n'est pas de ressources, mais la façon dont le Togo est développé. La misère qui affecte la population relève d'un choix. Un choix, je dirais, on ne peut pas accepter une minorité, le fort même, fort, disons, du conseil, comme se fait maintenant, à qualifier cette minorité, à qualifier cette minorité de pivot depuis longtemps, et se croiser le bras, laissant cette minorité plier le côté au détriment du bien-être de la majorité. Donc c'est pour cette raison que la jeunesse, et je dis c'est honorable, la jeunesse togolaise s'est soulevée pour réclamer plus de dignité et plus de liberté. Malheureusement, contrairement aux engagements pris par le même fort de ces Emmanuel Massongo, les tueries, les massacres, les violences ont été commis contre cette jeunesse. Je crois on dénombre au moins 7 personnes tuées, donc des corps qui ont été retrouvés dans la lagune de Pau, qui rappellent une très mauvaise souvenir. On dénombre aussi des gens qui ont été tabassés, des gens qui ont subi des fractures diverses. On dénombre des disparus jusqu'à présent. On dénombre de nombreuses personnes qui ont été traitées arbitrairement et jetées en prison. Pas plus tard que lundi, police activiste, beaucoup de l'école, a été arrêté à son domicile, sans mandat d'arrêt. A été enlevé, pas arrêté, parce qu'on arrête quelqu'un en lui présentant un mandat d'arrêt délivré par un juge et mentionnant les raisons pour lesquelles on le prive de liberté. Je ne sais pas si mon co-directeur est au courant. Donc tout cela pour dire que le Togo va très mal. Nous le disons depuis longtemps et j'espère aujourd'hui, et c'est là où j'aimerais terminer, j'espère aujourd'hui qu'avec mon compatriote Albert Katé, on aura un débat digne de ce nom, un débat rigoureux, parce que la question que beaucoup de Togolais se posent et auquel j'aimerais qu'on puisse répondre dans ce débat, est-ce que les Togolais de la diaspora sont fiers de la façon dont notre pays est gouverné depuis 20 ans? J'en ai fini pour l'instant. Merci, Monsieur Philippe Amédodi. Votre son, on avait un petit problème avec la qualité de son qu'on recevait ici en studio, qui ramait un peu, mais je pense que les téléspectateurs, les amis internautes qui sont en train de partager cette émission en ce moment ont eu à recevoir un peu le contenu de votre message. Le décor est planté, la même question pour donc Dr Albert Katé. Que dites-vous donc du bilan des manifestations du 26 au 28 dernier? Bilan très lourd lorsque nous parlons de 7 morts et plusieurs blessés. C'est tout à fait regrettable et tout le monde doit contribuer à ce que ce bilan ne s'alourdisse pas plus que cela. Il est du devoir de tous les leaders, du devoir de tout commandant, que ce soit d'armée, lorsque vous êtes sur un champ de guerre, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas
de perte en vie humaine de vos éléments. Et cela s'applique aussi chez les citoyens, quelle que soit la raison qui pousse les gens à l'émeute. Pourquoi l'émeute? C'est aujourd'hui la façon de s'exprimer et la liberté de manifestation, tout comme la liberté d'expression, sont des acquis que nous avons obtenus pour que vive la démocratie. Ensemble, nous devons toujours contribuer à ce que l'encadrement des manifestants soit très professionnel. Et je pense que toute la classe politique togolaise a été appelée depuis toutes les dernières décennies à faire en sorte que l'état de droit règne, à faire en sorte que les impunités et les violences diminuent. Mais c'est une responsabilité qui revient, n'est-ce pas, à tous les acteurs et à tous les citoyens et pour que cela se fasse. Mais de l'autre côté, il faut aussi souligner que pour arriver à réduire ces pertes en vie humaine, pour arriver à réduire ces blessés, le nombre de ces blessés, il importe aussi que la loi s'applique et que lorsqu'il y a manifestation et lorsque l'État se prononce, il faut aussi considérer la position de l'État pour s'assurer que qu'il n'y ait pas un affrontement entre les forces de l'ordre et les civils. Parce que si cela ne se fait pas dans la limite, tout le monde sait ce qui va en dégénérer. Et c'est pour cela que, vu le passé, vu notre histoire, nous avons beaucoup appris des émeutes, nous avons beaucoup appris des violences et nous avions eu beaucoup de discussions. Et à chaque fois, ces discussions ont toujours incorporé la poursuite en justice de ceux qui sont auteurs des actes de violence. Mais au même moment, il faut aussi noter que le cadre qui règle ces manifestations a été revu ensemble par les acteurs de tous bords pour qu'il y ait compréhension. Donc, il faut tout faire. Il faut tout faire quand le moment est important de se prononcer, d'appeler les gens au dialogue. Il faut tout faire de s'impliquer pour voir quelles sont les approches de solutions qui vont éviter le pire à nos citoyens. Nous savons bien que beaucoup de gens ont anticipé qu'il y aura des pertes en vie humaine, qu'il y aura des blessés. Nous savons tous ensemble que certains auteurs de l'organisation de ces manifestations se sont prononcés et ont eu à répondre à des questions. Et d'autres ont clairement dit que oui, il y aura toujours des morts. Il faut qu'il y ait des morts pour qu'il y ait la liberté. Nous avons entendu ces propos qui devaient quand même faire réagir certains responsables. Il y a des gens qui ont été complices. Et parce qu'il y a cette idéologie qui dit, pour certains, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait des morts. Est-ce vraiment nécessaire que les gens meurent pour ce genre de choses? Est-ce le moment? Est-ce qu'on ne savait pas? Beaucoup de gens savaient qu'il y aurait affrontement à certains moments donnés et beaucoup ont dit que c'est tout à fait légitime. Quand la question a été posée à certains organisateurs, pourquoi eux-mêmes ils ne seront pas devant ces genres de manifestations, il y a des gens qui ont clairement dit que oui, mais il faut que certains organisateurs restent en dehors pour pouvoir continuer la lutte. Parce que s'ils meurent, qui va continuer la lutte? Donc, ces genres d'idéologie expliquent qu'il y a des gens qui anticipent qu'il y aura des pertes en vie humaine dans l'approche. Est-ce que cela ne questionne pas pour voir s'il y a d'autres qu'il faut reconsidérer, s'il y a d'autres stratégies pour pouvoir diminuer le bilan de ces décès, le bilan de ces arrestations, le bilan de ces blessés? L'une des choses qui concerne souvent la jeunesse, c'est l'incapacité d'évaluer l'après-manifestation. Aujourd'hui, on a des gens qui sont enfermés, partout. Personne n'a prévu l'après-manifestation. Il n'y avait pas les garanties de sécurité à certains manifestants qui se retrouvent seuls aujourd'hui face à la justice, face à la loi et peinent à même se faire traiter à l'hôpital. Tout cela demande que l'émotion et la passion ne doivent pas
être très élevé dans la politique lorsque nous sommes en train d'aller vers une réclamation. Parce qu'à la fin, qui peut mourir et qui ne doit pas mourir? Quelle vie est plus importante que l'autre? Est-ce vraiment aussi compliqué que cela? Demandez par exemple le départ de Ford ou le retour de la Constitution de 1992. Ce sont des réclamations pertinentes. Mais le réalisme derrière ces réclamations et ce que cela peut impliquer, qui sont les responsables qui peuvent vraiment, en toute honnêteté, se prononcer sur les conséquences qui peuvent en dégénérer. On n'en a pas trop entendu. On a plutôt entendu des responsables de manifestations qui se sont prononcés, qui ne s'y connaissent pas à la politique. Et de les excuser et de les comprendre. C'est tout à fait normal, parce que c'est une nouvelle jeunesse qui essaie de prendre la relève de la politique. Mais attention, l'amateurisme a des conséquences très graves. Et lorsque les doyens de la politique avaient essayé de réclamer le retour à la Constitution de 92, depuis 2017, au temps du PMP à aujourd'hui, nous savons combien de pertes en vies humaines, combien de difficultés il y a eu pour faire passer une telle réclamation. Alors, choisir de répéter l'histoire, pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses, c'est un grand point d'interrogation. Ça demande moult réflexion. Pour une jeunesse qui avoue ne pas comprendre la politique, en réalité, est-ce que cette jeunesse comprend cette constitution? Si elle avoue qu'elle ne comprend pas la politique, elle ne s'y connaît pas la politique. La constitution, elle est politique. Donc, comment des gens qui ne connaissent pas la politique peuvent tout évaluer? C'est pour cela qu'il faut encadrer cette jeunesse pour ne pas faire d'erreur. C'est pour cela qu'il faut encadrer cette jeunesse pour être plus proactif dans la réclamation politique. Parce que le passé nous a laissé déjà des blessés, des morts et des prisonniers, dont certains réclament encore jusqu'à aujourd'hui leur libération. Bon, pourquoi ajouter au nombre? Donc que cela n'apparaisse pas comme une faiblesse, mais cela demande seulement qu'il faut tout prendre en compte lorsque on a vécu quelque chose, lorsqu'on a déjà payé cher. Est-ce qu'il faut encore payer très cher? À moins que cela est nécessaire. Le silence des doyens peut être expliqué. Mais la seule chose que je peux demander à notre jeunesse dans ces genres de réclamations, c'est de comprendre que l'affaire nationale ne sera pas une affaire privée de certaines personnes ou d'un petit groupe. Nous devons impliquer toutes les couches de la nation. Tout le monde a intérêt dans tout ce qui est réclamé. Mais le consensus et le compromis seul construit un pays. Et comment en arriver là? Est-ce qu'on peut tourner autour du compromis et du consensus? Je ne pense pas. Mais si des gens essayent d'en faire leur affaire privée, je pense que l'histoire peut-être donnera raison à ceux qui essaient de voir plus loin avant de poser leur pas comme un caméléon. Merci à tous d'être avec nous pour cette émission Avis de la diaspora. Vous aurez su donc l'allure que prendra donc ce débat d'aujourd'hui. Monsieur Amedodi, aujourd'hui on parle de misère au Togo selon également certains activistes qui est au centre donc de la grogne politique, et à cela s'ajoutent les violences dont les images circulent partout sur les réseaux sociaux. Comment arrêter tout ça? Et certains parlent également donc de milices armées, des forces armées, de sécurité à la manœuvre. La misère est politisée selon certains Togolais. Quelle est votre réaction, Monsieur Philippe Amedodi? Oui, merci Moïse. J'aimerais interpeller mon ami Albert Katé. J'ai dit aujourd'hui
voilà, à l'entame des discussions que j'aimerais bien que nous puissions parler, ne pas parler la langue de bois. Lorsque euh, Albert parle de violence, Monsieur Albert, moi dans les yeux, je vous regarde. C'est la jeunesse qui manifeste pacifiquement, qui a usé de violence contre la milice ou contre les militaires. Est-ce la jeunesse qui a usé de violence ou bien c'est l'inverse? Donc, vous venez nous dire que certains qui ont appelé à cette manifestation ont anticipé cette violence-là. Les jeunes qui sont sortis dans la rue pour réclamer la fin de la misère au Togo, est-ce qu'ils sont sortis avec des kalachnikovs, des balles de fer, docteur Kato? Donc, j'aimerais que lorsque vous allez prendre la parole, vous me répondiez. Parce qu'il faut pouvoir bien situer les responsabilités. Vous avez sûrement lu les rapports des organisations internationales de défense des droits humains. OK? Est-ce que dans ces rapports-là, même des rapports des, des organisations de la société civile au Togo, est-ce que vous avez vu quelque part que les milices, que les jeunes qui manifestaient ont agressé des militaires, ont tabassé des militaires? Pourquoi est-ce que les militaires doivent sortir, les violenter, les tabasser? Même des vieilles personnes qui étaient aux abords des rues n'ont pas été épargnées. Donc, ne retournez pas la situation pour mettre les victimes, pour faire des victimes des coupables des actes qui ont été commis. OK? Les deux mineurs d'âge qui ont été retrouvés dans la lagune de Baie, ces mineurs menaçaient en quoi les militaires qui les ont molestés, noyés dans la lagune. Sincèrement, il ne faut pas rajouter de la douleur à la douleur des parents qui, aujourd'hui, pleurent leurs enfants. S'il vous plaît, M. Kati, s'il vous plaît, respectez la mémoire de ces gens-là qui ont été, ces personnes innocentes qui ont été sauvagement assassinés. Ils ne sont pas allés provoquer ni la milice de fort, ni les militaires. Maintenant, je rappelle les trois grands mots d'ordre de la jeunesse. Parce que vous semblez dire que ces jeunes activistes qui ont appelé ou bien qui ont animé la manifestation ne s'y connaissent pas en politique. Docteur Katé, est-ce qu'il faut être politicien féru pour réclamer la fin de la misère? Les Togolais qui souffrent dans leur chair aujourd'hui, qui n'ont pas les possibilités de se soigner, de manger décemment, alors qu'une minorité qui peut se remplir la panse. Est-ce qu'il faut les inscrire dans une école de politique avant qu'ils demandent à ce qu'ils aient une vie, je ne dirais pas une vie de pacha, une vie décente. On parle de la décence, hein. C'est-à-dire des parents qui se lèvent à 4 heures du matin et qui rentrent à 22 heures sans pouvoir amener 500 grammes de farine de manioc à leurs enfants à la maison pour manger. Il faut faire de la politique pour pouvoir réclamer de meilleures conditions de vie. Il faut être politicien. Je crois même que le mouvement insurrectionnel qui est en cours actuellement est une bonne chose parce que à la tête de ce mouvement, il y a des jeunes qui sont concernés de prime abord. Il n'y a pas, vous parliez de la réticence ou bien de la réserve ou du silence des doyens. Qui sont ces doyens-là? Le Togo appartient-il plus aux leaders politiques, aux jeunes qui souffrent? À ces 90% de jeunes qui souffrent, le Togo appartient plus aux leaders politiques? Pourquoi? Tous les jeunes, tous les Togolais ont le droit de réclamer
une bonne gouvernance politique et économique de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Demander à ce que des mesures soient prises pour que le Togolais vive décemment, c'est-à-dire pour la fin de la vie chère, c'est du droit. C'est du droit des citoyens togolais. Demander que Faure Gnassingbé se retire de la vie politique après 20 ans de gouvernance catastrophique, désastreuse. On l'a dit, un bilan qui n'est pas à la hauteur de l'espoir. C'est illusoire. Comment est-ce qu'on va faire? Quelqu'un qui confisque le pouvoir politique, mais qui en jouit, qui ne fait pas en sorte que la population en profite ou bien sorte de la misère. Vous voulez qu'on le laisse là-bas ad vitam aeternam, comme il a fait dans le cadre de la Ve République, c'est-à-dire il supprime le poste de président, il prend toutes les prérogatives du président avec lui pour devenir président du Conseil. Docteur Kate, vous croyez que les Togolais sont tellement idiots qu'ils n'ont pas compris que la Ve République consiste à donner à Faure la possibilité de rester et de mourir au pouvoir? Vous pensez cela? Sincèrement, c'est prendre des Togolais pour des idiots. Tout le monde a compris. C'est la raison pour laquelle les trois composantes des revendications des Togolais, cette structure consiste à demander la fin de la vie chère, c'est-à-dire que cette minorité pilleuse arrête de siphonner les ressources du Togo, parce que ces ressources-là doivent profiter à tous les Togolais, d'accord, dans une logique que vous connaissez bien de redistribution de la richesse. C'est ça, hein? Le rôle d'un gouvernant, c'est de collecter les richesses et de redistribuer dans une logique d'égalité et d'équité. Au Togo, ça ne s'est jamais passé, en tout cas pas sous Faure. Donc réclamer le départ de Faure, parce qu'il n'y a eu que des pillages et de la gabégie, ne relève pas de l'utopie. OK? Et pour cela, c'est normal qu'on demande que la Constitution de 92, qui a fait l'objet de référendums, de consultations populaires, revienne. Est-ce que la nouvelle Constitution qui fonde la Ve République a fait l'objet de consultations, docteur Kate? Pourquoi vous dites qu'il n'est pas concevable, même s'il est de bon sens, qu'il n'est pas concevable de réclamer à ce qu'on retourne à une constitution qui a été débattue et acceptée par la population? C'est comme ça qu'on dirige un pays, docteur Kate. D'accord? Donc, les trois revendications qui fondent la dynamique de la jeunesse togolaise sont bien fondées. Ne venez pas dire qu'elles ne sont pas fondées et qu'elles sont illusoires. J'aimerais bien que cela soit compris comme cela pour qu'on puisse progresser dans ce débat. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement au Togo ne peut que se passer comme cela. Et on met de l'eau dans une marmite et qu'on allume le feu sous la marmite, l'eau ne finit, c'est un état physique naturel, l'eau finit par bouillir. S'il y a un couvercle sur cette marmite-là, la vapeur d'eau fait en sorte que le couvercle implose. C'est cette implosion-là dont beaucoup d'organisations de la société civile, y compris les évêques du Togo, ont rappelé à maintes reprises aux gouvernants et ils ne se sont jamais préoccupés. Je termine en vous posant une dernière question. Docteur Kate, si vous étiez à la place de Faure et qu'un jeune Togolais, chanteur, artiste, ok, de sa qualité, fait une sortie pour demander plus de justice, vous l'aurez renvoyé en prison, vous l'aurez renvoyé dans un centre d'exil, comme on l'a fait avec Ambron? Répondez-moi à cette question. Est-ce qu'un père de la nation, celui qui se dit père de la nation, est-ce qu'il ne doit pas prêter attention aux préoccupations, aux difficultés de ces populations? Docteur Kate, vous aurez fait la même chose? Dites-moi ce que vous aurez pu faire. Vous aurez pu faire si vous étiez à la place de vous.
Merci, monsieur Philippe Amedodi. Je comprends votre amertume et j'aurais préféré que vous répondiez aussi à mes questions puisque je suis le seul à poser des questions aujourd'hui. Merci pour votre compréhension. Alors, docteur Albert Katé, si vous permettez, donc, comment appréciez-vous donc la gouvernance du Togo en ce moment? Et quand on parle aujourd'hui donc de misère politisée au Togo, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Si vous permettez à ce que vous puissiez aussi répondre aux questions donc de monsieur Amedodi en même temps. Ouais, c'est tout d'abord, j'entre les revendications, les trois revendications, M. Philippe parle. Je pense que dans ma position, j'ai dit que ces revendications sont pertinentes et légitimes. Mais la question n'est pas au niveau des revendications, la question est au niveau de l'organisation et l'honnêteté. Lorsque ça tourne mal, d'accepter qu'on a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas seulement prendre le devant pour appeler les gens à l'émeute et leur dire, OK, allez à la présidence, allez marcher sur la présidence, sans évaluer les conséquences qui peuvent s'en sortir. Parce qu'une présidence est gardée par une armée forte, par un régiment. Et tout le périmètre, jusqu'à aller même à la présidence, chemin pour y aller, c'est carrément quadrillé. Donc, si tu dis aux gens d'aller là-bas marcher sur la présidence, c'est que tu sais que ce ne sera pas simple. Donc, les forces de l'ordre ont un devoir de protéger les institutions de la République. Donc, il y aura affrontement, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas me dire que un régiment de protection de la présidence serait là et les gens peuvent seulement rentrer dans une présidence comme ça, marcher sur une présidence. Ça dépend. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas simple. C'est faisable, n'est-ce pas? Peut-être s'il y a émeute, s'il y a insurrection, mais c'est pour ça qu'on l'appelle insurrection. Et ça vient avec des conséquences. Ce qu'on dit. Ils sont partis prendre d'assaut la présidence. Vous avez vu les jeunes. Monsieur Amedodi, on va le laisser terminer et répondre à nos questions. On pourra avancer question par question, s'il vous plaît. Je parle en parabole. Je parle en parabole. Donc, c'était pour faire connexion avec les mots d'ordre, par exemple. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, partout où il y a... vous avez demandé que pourquoi les forces de l'ordre ont eu à réagir violemment. Ça peut être anticipé à certains endroits, dans certaines conséquences, parce que ce sont les forces de l'ordre. Ce que je dis, c'est que nous, dans la diaspora, nous sommes très utiles, mais nous avons aussi l'obligation d'ouvrir les yeux à notre jeunesse. Toi et moi, nous sommes à l'extérieur. Et lorsque nous faisons des manifestations, toi et moi, nous savons très bien qu'à l'extérieur, c'est bien réglé. Nous avons vu notre compatriote du Togolais en France réagir. En temps, ils ont été frappés, bastonnés par la police française. Les images ont circulé. Pas une seule fois. Et je suis aux États-Unis. Toi et moi, nous savons que lorsque les gens ont voulu faire émeute, mais qu'est-ce que le président Trump a dit? Il dit, mais si quelqu'un jette un caillou contre un militaire, il n'a qu'à lui tirer dessus. Ils auront feu vert de tuer ce citoyen américain qui va jeter un caillou. Parce qu'un caillou, quand ça te frappe la tête, ça peut te tuer. C'est Trump qui a dit ça. Et vous avez vu en Californie, il n'est pas jusqu'à sortir les Marines. Donc, ce n'est pas pour décourager quelqu'un à s'exprimer démocratiquement, mais c'est que il ne faut pas aussi voiler la face lorsqu'il y a un danger dans l'approche. Il faut ouvrir les yeux à cette jeunesse que nous soutenons de voir réclamer leurs droits démocratiquement, mais qu'ils mesurent aussi la teneur de la démarche pour pouvoir éviter le pire. Nous parlons de comment réduire ce bilan. Toute mon interrogation, ma proposition se base sur comment réduire le bilan de ces genres de manifestations. Pas le mot d'ordre. Les mots d'ordre ne sont rien de nouveau.
Ces mots d'ordre Et que ne sont rien de nouveau. proposez-vous? Ce n'est pas la première fois. Je Pour ne propose réduire? rien. Pour ce que je vais te proposer, j'en viendrai. J'en viens. Donc, c'est quoi? Ces mots d'ordre ne sont pas nouveaux. Vous le savez, toi et moi. Et ma position est très claire. Les doyens et les anciens, aussi par leur silence, savent pertinemment que ce que les enfants sont en train de réclamer, ce n'est rien de nouveau. Donc, c'est une lutte de longue haleine. C'est une réclamation de longue haleine. La misère ne date pas d'aujourd'hui, si nous sommes sincères. Mais revenir à la question, lier ça à la question qu'a posée le journaliste, que la misère est politisée, effectivement, nous avons une classe politique qui a eu la charge au moment de la conférence de Bâle, lorsque la misère sévissait dans la sous-région. Ils ont été appelés d'abord à un forum économique pour pouvoir rassembler bonne pensée et aider à relancer le pays économiquement avec le général Yadema, aussi avec le président Kérékou. Et depuis les institutions de Bretton Woods, l'ordre était venu à tous ces pays de revoir leur structure, de revoir leur politique. Et c'est comme ça que nous sommes allés à la démocratie pour une bonne gouvernance qui était nécessaire pour une meilleure situation économique de tous ces pays-là. Et donc, c'était ça le premier coup de sifflet. C'est aussi ça la connexion entre la politique et la misère. Mais en clair, ce que cette jeunesse doit comprendre, comment est-ce que cette misère est arrivée? Si nous savons comment c'est arrivé et nous sommes sincères, nous pouvons voir plus clair sur comment résoudre cela. Alors, lorsque les Togolais, les citoyens de tous bords ont été appelés à aider à résoudre la misère, il y avait un intérêt général pour un intérêt national qui a permis à ce que le président Yadema, qui était assis dans son pouvoir, soit obligé de s'ouvrir à ses adversaires politiques, y compris ses ennemis, de les faire entrer tous pour qu'ensemble, comme une nation, nous puissions donner les directives sur comment relancer ce pays. Ce n'était pas juste parce que, par émotion, ou parce qu'ils sont citoyens togolais à l'extérieur, qu'ils doivent rentrer. Parce que c'était une obligation pour la balance de pouvoir. Parce que la balance de pouvoir demande à ce que un régime ou un parti ait aussi des adversaires, et c'est pour ça qu'il nous a lancé dans le multipartisme. Et cette politique-là continue d'être collée à l'économie. C'était devenu une obligation pour que les bailleurs de fonds viennent dans le pays et investissent. Et investir, il faut qu'il y ait cette balance de pouvoir. Ils ont exigé pour qu'il y ait une opposition qui doit avoir un œil et aussi participer, pour qu'il y ait une diversité d'idées. Donc, c'était ouvert. Donc, ensemble, nous sommes partis à cette conférence nationale. Nous avons transformé le forum économique à une conférence nationale. Mais ce n'était pas aussi confortable. Nous avons eu des affrontements où nous avions compris que cela exige l'état de droit. Pas seulement l'économie sans l'état de droit. Donc, nous sommes engagés dans les droits de l'homme et la démocratie avec le multipartisme. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard. L'implication des politiciens dans le développement économique, la relance économique, ce n'était pas un hasard. Et ça ne peut pas être dissocié. Et c'est pour cela, il faut dire la vérité, faire comprendre les choses à la jeunesse. Alors, du moment où nous avons choisi ce multipartisme, nous avons choisi d'installer l'opposition, nous avons choisi un modèle de gouvernance basé sur un système, un régime qui permet à l'opposition et le pouvoir et la société civile de se mélanger pour gérer le pays. Nous avions dit qu'il faut aller
institutionnaliser cela et aller à la nouvelle constitution qui est la constitution de 1992. Et c'est pour cela, en immortalisant cette idée sur papier, dans notre constitution, ensemble, et même le président Yadema était l'un des premiers qui ont fait la promotion pour que tout le monde vote pour cette constitution. Donc, l'ancien régime, le pouvoir et toute la nation, la société civile, nous avons dit, voilà la directive, voilà la ligne qui doit enlever la misère. Si nous travaillons ensemble, les investissements vont venir, nous serons très forts économiquement et aussi une nation soudée allant au multipartisme en délibérant avec une diversité qui enrichit notre nation. Donc, nous avons compris le salut, là où il y a le salut. Maintenant, comment est-ce que nous sommes revenus dans la misère? C'est ce que la jeunesse ne comprend pas. Il faut leur expliquer cela. Est-ce que nous avions continué cette marche? Non. Vous le savez, la Constitution de 1992 a été heurtée dans son application à beaucoup de problèmes, ce qui a fait chuter dans les années 94 le régime Kofigo. Et depuis là, nous avons eu des difficultés. Donc nous savons ensemble que ça s'est empiré. Et tout cet ensemble-là, société civile, opposition, pouvoir, de travailler ensemble pour convaincre les investisseurs et faire fleurir notre pays. Mais nous ne travaillons pas dans ce schéma à partir de cet instant-là. Dès que tout ça, ça a capoté. Donc, nous avons essayé de collecter les brèches encore en 2006. D'abord, c'était en 1999 avec l'accord 4, qui était en 2004 plutôt, les 22 engagements de l'accord 4. Il y a eu aussi en 1999 l'accord 4 et puis les 22 engagements. Et en 2006, donc l'accord de Ouaga. Donc tout ça, ce sont des tentatives pour retourner sur ce pourquoi nous sommes engagés. Et c'est là aussi, il faut expliquer, quand on parle de 1999, de l'accord 4 de Lomé, il y a eu cette conscience sur l'impunité. Comment régler cette impunité? Et l'une des recommandations était de s'assurer à ce que les droits de l'homme soient enracinés et qu'on protège les acteurs des droits de l'homme pour qu'ils aient accès, qu'on protège notre liberté d'expression et qu'on s'assure que les gens qui ont été victimes de violences obtiennent justice. Et cela s'est élargi plus encore. Protéger les Togolais qui se sont réfugiés à l'extérieur, puisqu'il y a beaucoup de déplacés. Et aussi s'assurer qu'il y ait une réforme de l'armée pour réduire les violences. Et cela est revenu encore en 2006. Mais pourquoi nous faisons tout ce travail? C'est parce que c'est un ensemble. L'économie et tout cela, c'est un ensemble. Mais notre lutte a été politisée, ethnicisée. Et vous le savez. Beaucoup d'historiens l'ont confirmé. Nous en avons souffert. Et le problème de la réconciliation a fait surface. Parce que si nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis, il était difficile d'instaurer tout cet ensemble de démocratie et d'économie. Les humains doivent être ensemble comme une nation, une cohésion nationale pour pouvoir faire le reste. C'est pour cela, en 2006, on a assuré qu'il faut commencer par travailler sur cela. Donc, on n'avance pas dans ce qui peut faire enlever cette misère. On n'avance pas. Nous réclamons la misère. Que la misère finisse. Mais le reste. Quelles sont ces réclamations, quels sont ces appels que nous avions vus que les politiciens et la jeunesse ont appelé les gens à sortir pour pouvoir réconcilier les Togolais? Quels sont ces mouvements où j'ai vu la jeunesse, où vous, les leaders, les Togolais, ont appelé la classe politique à retourner au format de 91 avant la constitution de 92, ce qui nous a été expliqué, qu'ils doivent tout faire pour mettre ensemble ce multipartisme, ces institutions, travailler ensemble et former un gouvernement où il y a la balance du pouvoir.
Le pourquoi nous avions immédiatement appliqué cela en choisissant Kofigo et formé un gouvernement avec l'opposition et tout le monde. Lorsque les appels de clergé sont sortis la fois passée pour appeler les gens au dialogue, quels sont ces mouvements qui se sont... ces gens qui sont manifestés pour s'assurer que voilà, il faut que les Togolais retrouvent le droit chemin. Docteur Katé, se retrouvent ensemble. On ne voit le pas dialogue se fait à deux. Docteur Katé, le dialogue se fait à deux. Monsieur Medodi, je vais lui donner encore 10 secondes pour terminer rapidement pour que vous puissiez également réagir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai, on essaie de faire comprendre que la jeunesse est sur le droit chemin, il suffit de crier, réclamer la misère, mais ce qui va avec la misère, ce qui nécessairement peut faire enlever cette misère-là, et que les investisseurs viennent, et que les gens aient de l'emploi, et que les gens aient à manger. C'est lorsqu'ils auront de l'emploi qu'ils auront à avoir un pouvoir d'achat et enlever cette misère. Mais nous ne faisons rien de cela. Nous acceptons un contexte où montrer à la communauté internationale qu'il y a une division entre opposition, pouvoir et le pays. Mais nous disons que nous sommes en train de lutter dur pour enlever cette misère. Merci. Ce n'est que une partie de la chose. Donc, je reviens à vous pour vous dire que je n'ai rien contre les mots d'ordre, mais ma position est claire. Il faut maintenant aller au fond du problème. Si nous voulons enlever cette misère, ce ne sera pas par des discours, mais de décortiquer cela et voir si nous pouvons mettre ensemble toutes les pièces qui peuvent réellement enlever cette misère dans la sincérité. Voici aussi un autre angle que je voudrais aborder avec vous, M. Medodi et Dr Albert Katé. Est-ce que véritablement le départ du président du Conseil peut mettre fin à l'impunité, au chômage, aux problèmes politiques réellement que dites-vous de ça, M. Medodi? Moïse, tout à l'heure, vous me reprochez de ne pas répondre aux questions. J'ai entendu le développement de Dr Katé pendant une vingtaine de minutes. Est-ce qu'il a répondu à votre question? Moi, je vais répondre à votre question. La question qui consiste à savoir si le départ de Faure pourrait résoudre le problème au Togo. Et vous savez, lorsque on met à la tête d'un pays quelqu'un qui, après 20 ans, ok, n'a payé que la misère, que la dette. Vous savez à combien se chiffre la dette publique togolaise aujourd'hui? 4 000 milliards de francs CFA. Est-ce que vous voyez une contrepartie au Togo? C'est que le développement que vous avez fait tout à l'heure là, ce débat-là, on l'avait fait, hein, il y a de cela peut-être 6 semaines ou 2 mois. Je voudrais plus le faire avec vous. C'est-à-dire vos insinuations disant que le gouvernement a ouvert sa porte pour que l'opposition vienne aussi travailler, mais l'opposition a refusé. On l'avait fait. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Si, on l'avait fait. Je n'ai pas dit ça. Mais je encore dit tout à l'heure que la misère. Vous aviez dit tout à l'heure, docteur Katé, que à la conférence de Gaulle, il était demandé au gouvernement de faire la démocratie parce qu'il faut de l'opposition pour faire avancer le pays. Mais qu'est-ce qui empêchait au Togo de faire ça, de faire l'ouverture? Vous savez ce que Faure a fait de Gilles-Christ Olympio? Vous êtes Togolais, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est normal? Si tu plies ton adversaire, ok, de rentrer dans le gouvernement pour l'achever, c'est ça que tu l'intelligence des Togolais, ok? Les Togolais savent ce que UNIR et le RPT est en train de faire. Si c'est pour poser des guet-apens à l'opposition, c'est-à-dire même ce que la nomination, on l'avait dit, la nomination du président de la République en la personne de Savi de Tobé, c'est aussi une façon de se moquer des Togolais. Docteur Katé, il faudrait que vous arrêtiez, hein, ok? Ce jeu-là, il est malsain. Vous venez ici pour dire qu'il faut que les Togolais s'unissent pour travailler dans la cohésion. Actuellement, au Parlement et à l'Assemblée nationale, vous savez le nombre de députés UNIR? Ok?
Sur les 118 députés, ils sont combien les députés? Si les 113, ils sont combien les députés d'UNIA? C'est ça que vous appelez ouverture du gouvernement de Faure? Docteur Katé, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous insulter. C'est comme ça que vous faites l'ouverture, en prenant tout, en ne laissant rien aux autres. Docteur Katé, et le papa l'a fait. Le fils est en train de le reprendre. Vous avez dit que la constitution de 92, mais non. Et le papa de Faure avait appelé pour qu'on vote. C'est l'opposition qui a charcuté la constitution de 92. Depuis quand l'opposition a-t-elle eu la majorité à l'Assemblée pour la charcuter et la liquider en 2024? Docteur Katé, situons bien les responsabilités. Il ne s'agit pas de venir ici et d'essayer de noyer le poisson dans l'eau. Ce que vous avez dit tout à l'heure, la volonté de noyer un poisson dans l'eau, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Les Togolais sont matures. Ne nous dites pas ça. Le régime togolais est réfractaire au changement. Le régime togolais est cynique. C'est-à-dire, lui, il trouve son bonheur en plongeant et en maintenant les Togolais et la jeunesse dans la misère. Vous parlez des investisseurs. Vous croyez qu'on a besoin d'investisseurs pour construire des usines? Lorsque le ministre, l'ancien premier ministre, Tomega Dogbe, part faire campagne dans son village au XXIe siècle, au lieu d'amener des caterpillars, il offre des populations. C'est ça qu'on appelle développer un pays. Quelqu'un qui a fait l'ONU, qui a fait le PNUD. Donc, sincèrement, docteur Katé, il faudrait que vous arrêtiez de vous moquer des Togolais. Parce que ce que vous êtes en train de dire, soit vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Togo, ou soit vous le faites pour énerver les Togolais parce que vous pensez que les Togolais sont idiots et qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris la nature du régime auquel nous faisons face. Je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place du fort et que la jeunesse demande à sortir de la misère. Vous n'aviez pas répondu. Hein. Si vous ne me répondiez pas, moi, je ne viendrai plus à des débats avec vous. Nous sommes humains. La jeunesse des enfants, ou bien Amran aurait pu ou bien peut avoir l'âge de fils de Faure. Il sort, il dit, papa, la misère est trop grande. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes prêts à travailler pour le bonheur, pour le bien-être des Togolais? On vient, on le prend, on le jette au centre psychiatrique. Il va mal. Vous pensez que les Togolais qui réclament plus de dignité sont des malades mentaux? Est-ce que c'est votre opinion également? Dites-nous, les Togolais vous entendent. Vous pensez que les Togolais qui souffrent aujourd'hui, qui ont faim, mentent, qui n'ont pas faim, que sont des menteurs, sont des débiles mentaux? C'est comme ça qu'on dirige un pays? Prendre des gens pour des idiots, prendre des gens pour des débiles mentaux? Qu'est-ce qu'il faudra faire? On est tous au courant que les ministres qui gagnent 30 millions par mois se font encore payer leur facture au trésor public, la facture d'électricité et d'eau. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Donc que des Togolais, certains Togolais, n'ont même pas 40 000 francs CFA pour vivre par mois. OK? Docteur Katé, parlons un langage de vérité. Ce qui se passe actuellement au Togo n'a rien à voir avec la politique politicienne. Les Togolais en ont marre et la jeunesse en a marre. Si Faure refuse d'entendre raison, d'entendre le message, le cri de détresse de la jeunesse, il risque d'avoir personne que personne ne pourra maîtriser. Et la responsabilité reviendra à ces gens-là qui aujourd'hui font usage de la force brutale pour réprimer cette colère populaire. C'est une colère populaire. Ne parlez pas de politique. Ce qui se passe au Togo actuellement est un soulèvement, est une colère du peuple.
Et les leaders politiques font partie de ce peuple-là également. S'ils veulent travailler à ce que la colère du peuple soit entendue et respectée, c'est une bonne chose. Donc, ne dites pas que la jeunesse qui s'est soulevée, les TikTokers, les influenceurs, les activistes ne sont pas matures, n'ont jamais lu la Constitution. Il faut lire la Constitution pour demander à manger. OK? Les besoins, le pyramide de Maslow, vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il y a la connaissance de politique ou de constitution dedans? Les gens ont besoin de manger décemment, peut-être même pas à leur faim, de boire de l'eau potable, OK? De se soigner et de s'instruire. Est-ce qu'en 20 ans, Ford a fait cela au Togo? Oui ou non? Qu'est-ce que vous auriez fait si la jeunesse sort pour dire à Ford, 20 ans après, vous n'avez pas répondu à nos attentes, nous voulons votre départ. Qu'est-ce que vous aurez fait, docteur Katé? Merci, monsieur Amedodi. Nous allons faire une pause de 30 secondes, revenir juste après pour la seconde partie de votre émission Avis de la diaspora. Ne bougez surtout pas. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 dernières